Bonjour à tous, je me présente, je suis Pierre Mauplier, l'un des dirigeants d'Amikinos et aujourd'hui je vais exprimer mon droit de réponse par rapport à la vidéo décryptage marketing. C'est une vidéo qui a été postée par The Little Carnivore qui donne des conseils en nutrition sur son site ou sur sa chaîne par rapport à l'alimentation du chat. Sur son site internet, on peut voir que Colline met en avant l'alimentation crue, l'alimentation pré-model, donc directement avec des proies, elle ajoute sur son site effectivement qu'elle part du principe que une alimentation trop chargée en glucides pour les chats est détrimentaire pour la santé, tout du moins selon elle, et selon certaines études. Alors je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo soit la moins longue possible, il y a quand même pas mal de choses à dire et c'est vrai que la vidéo originale fait déjà 15 minutes, donc en rajoutant mes commentaires ça va rajouter de la longueur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais bien segmenter et chapitrer cette vidéo pour que vous puissiez aller voir chacun des points directement qui vous intéressent. Sans forcément visionner toute cette vidéo. Alors c'est parti, on va regarder la vidéo ensemble. J'ai mon ordinateur portable et je vais visionner cette vidéo en temps réel pour après avoir mes commentaires sur chaque partie. Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour un décryptage marketing de la marque Amikinos. Je vais faire une petite mise au point parce que à chaque fois que je fais un décryptage dans les commentaires, vous me demandez quelle est la meilleure marque de croquettes ou quelle marque je recommande. Je ne peux pas vraiment vous recommander de meilleure marque parce que ça va beaucoup dépendre de votre chat, son stade de vie, etc. Il n'y a pas une marque qui va fonctionner ou un produit qui va fonctionner pour tous les chats. Le but de ces vidéos, c'est plutôt de vous donner des clés pour mieux comprendre le marketing. Donc je prends mon téléphone et on va aller regarder le site internet d'Amikinos. Démarche Amikinos, proposer des croquettes riches en protéines animales très faibles en glucides afin d'être le plus biologiquement approprié aux carnivores que sont les chiens et les chats. Donc là c'est pareil, j'en ai déjà parlé avec Origène, lorsqu'on parle de biologiquement approprié de croquettes, tout de suite on est forcément très éloigné puisque un des besoins biologiques du chat, ça va être l'humidité. Alors le but de notre alimentation, c'était justement de reprendre la philosophie du BARF, donc qui est du biologiquement approprié raw food en anglais, et donc qui veut dire en fait une alimentation crue biologiquement appropriée, avec plus de viande, moins de glucides. Donc moi j'ai voulu faire cette même chose sous la forme d'une croquette. Pour ça que j'ai utilisé l'appellation biologiquement appropriée, c'était vraiment de faire une version BARF sous la forme croquette. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors concernant les besoins en eau, c'est un peu... Voilà, je ne comprends pas vraiment ce que dit Colline, puisque bien sûr les besoins en eau vont être aussi apportés de par la boisson sur des croquettes. C'est pas parce qu'un chien, un chat mange une croquette qu'il va pas avoir d'apport en eau, bien entendu, sinon il ne pourrait pas survivre sur une alimentation croquette. Donc l'idée c'était de, dans la croquette, mettre le plus de viande possible et le minimum de glucides. Leurs produits, donc nos croquettes. Ce qui va être bien pratique pour le décryptage, c'est qu'ils n'ont qu'une seule référence de croquettes pour les chats, sans céréales, ni légumineuses, ni pommes de terre, ni tapioca. Ça c'est plutôt bien parce que les légumineuses, on l'a vu dans d'autres vidéos, c'est pas forcément mieux que les céréales. Des matières grasses exclusivement animales, une huile de graines, favorisant l'inflammation chronique, donc c'est déjà un raccourci avec la science. Le problème des huiles qui favorisent l'inflammation, c'est pas que ce soit des huiles qui sont végétales, mais ça va être par rapport à leur profil en oméga et en particulier d'huiles qui vont être trop riches en oméga 6. Alors par rapport aux huiles, c'est vrai que je dois avouer qu'il y a peut-être pas assez de publications scientifiques sur le sujet par rapport à l'inflammation chronique, et c'est vrai que j'ai depuis enlevé cette mention sur notre site. Ce qui est vrai, c'est que c'était pas mis du tout sur notre site par rapport aux teneurs en oméga 3, oméga 6, et d'ailleurs de nouvelles études montrent que la teneur en oméga 6 ne serait pas du tout pro-inflammatoire, comme on pourrait le penser. C'est quelque chose qui est colporté et qui serait pas forcément vrai. Des minéraux uniquement chélatés organiques pour une biodisponibilité optimale, ça c'est plutôt bien parce que en effet les minéraux qui sont chélatés ont généralement une meilleure absorption que d'autres formes de minéraux. Alors juste une petite précision, les minéraux chélatés, ça s'écrit bien chélaté avec un CH, mais ça se prononce chélaté, voilà, juste pour la petite information.
Source de glucides venant de la patate douce. Ça, dans tous les cas, pour fabriquer une croquette, il faut forcément une source d'amidon. Nous publions nos documents contractuels de recettes usine. On va aller les regarder juste après. Sans ingrédients en trop faible quantité pour être utile. Ça aussi, c'est plutôt bien parce que c'est vrai que c'est très souvent utilisé dans beaucoup de marques pour faire bien, de mettre feuilles de menthe, etc. Alors qu'au final, ça va pas changer grand chose dans la composition. Sans poisson ni huile de poisson. Je vois pas vraiment comment c'est un point positif. Pour moi, c'est même plutôt un point négatif. Alors la raison pour laquelle je ne voulais pas de poisson dans nos croquettes, c'est tout simplement parce que ce n'est pas ce que les chats mangent naturellement sans être au contact de l'homme. Ils ne peuvent pas pêcher en fait directement. Et pour moi, j'ai considéré que la source de matière grasse et protéines animales de poisson n'était pas le plus adapté pour les chats. D'autre part, le problème c'est qu'en utilisant du poisson sur une croquette que le chat va manger tous les jours, on se met risque de consommation de métaux lourds, des choses comme ça, notamment sur le saumon. Et c'est pour moi un gros problème quand le chat mange ça tous les jours, vraiment. Donc c'est une des raisons pour laquelle voilà, j'ai pas voulu mettre de poisson dans mes croquettes pour chat. Sans OGM, par défaut toutes les marques sont sans OGM et s'ils utilisent des OGM ils sont obligés de le déclarer, ce qui est très rare. Donc en fait par défaut, même si une marque ne dit pas sans OGM, elle est forcément sans OGM, sauf si elle dit avec OGM. Sans exhausteur de goût, c'est plutôt bien. Sans conservateur artificiel ajouté, c'est plutôt bien. Sans hormones de croissance, ça va être comme toutes les marques parce que c'est dans la législation européenne. Sans colorant artificiel, c'est bien. Sans antibiotiques, là une fois de plus ça va être pareil pour toutes les marques puisque il ne peut pas y avoir d'antibiotiques dans les viandes pour consommation humaine. Alors concernant le sans OGM, les sans, et dont Colline dit que voilà, c'est pareil pour toutes les marques, elle a tout à fait raison. À partir du moment où on a une croquette qui répond à la norme de la législation européenne, c'est le cas. Le problème c'est que si je mets pas ça sur notre site, j'ai beaucoup de personnes qui me le demandent. Donc en fait je le mets directement sur le site parce que tout le monde, comme Colline, n'est pas au fait de la législation européenne. Donc si je ne mets pas ça, les gens ne sont pas avertis et ont toujours et se demandent toujours si c'est présent ou pas. Donc c'est pour ça que voilà, je l'indique sur le site directement. Sans fruits, source de sucre, ok, mais bon après les fruits, c'est pas forcément ce qui est le plus problématique non plus. Alors les fruits, pour moi ça n'a pas d'intérêt de les utiliser puisqu'ils vont être une source de glucides mais ils ne participent pas à l'agglomération de la croquette. Donc en fait, si j'utilise des fruits, je ne pourrais pas avoir la croquette la plus faible possible en glucides. Afin d'avoir la croquette la plus faible possible en glucides, il faut absolument utiliser uniquement des sources de glucides qui participent à l'agglomération de la croquette. Donc si j'utilise des fruits, je vais rajouter une source de glucides qui ne participe pas à l'agglomération de la croquette et je vais forcément devoir rajouter une autre source de glucides qui va me permettre d'agglomérer la croquette. Donc c'est pour ça qu'effectivement je ne veux pas utiliser de fruits dans ma croquette puisque ça ne me permet pas d'avoir la croquette la plus faible possible en glucides. Sans soja, sans céréales, gluten, pareil ça va pas être toxique non plus pour le chat. Alors, pour moi, le gluten, je suis pas du tout d'accord avec Colline, puisque faut savoir que Alessio Fasano a bien montré que voilà, il y avait une corrélation entre la zonuline, qui est une protéine intestinale, et la consommation de gluten, donc principalement de gliadine, et qui fait que on va créer de la porosité intestinale, puisque la zonuline va ouvrir la paroi intestinale. Donc pour moi, c'était vraiment très important d'avoir une formulation sans gluten. Et sans pulpe de betterave, c'est une source de fibres solubles qui est tout de même assez intéressante dans le pet food. C'est pas forcément mauvais. Et d'ailleurs Pet Food Review a fait un post à ce sujet. Lorsqu'on fait un marketing basé sur 100 quelque chose, ça sous-entend souvent que les produits avec ces choses-là sont dangereuses. Ben c'est pas forcément le cas et donc il me semble que c'est un marketing qui n'est pas forcément autorisé. Alors ça, franchement, j'ai regardé la législation, j'ai rien vu par rapport à ça. Dès lors que vous mettez 100 et c'est réellement le cas, il n'y a pas de problème aux yeux de la législation. Ça permet effectivement juste d'informer par rapport aux choses qu'on n'a pas voulu mettre dans l'alimentation sans forcément sous-entendre que c'est mauvais, des choses qu'on ne voulait pas mettre dans notre alimentation. Et c'est ce que j'explique dans cette section. On va aller voir les certificats. C'est l'usine qui atteste au niveau de la température. À chaque lot de fabrication, les mycotoxines sont testées afin de s'assurer que ça ne dépasse pas les seuils de sécurité. Les mycotoxines sont au-dessus des seuils de sécurité, le lot est rejeté. J'ai envie de dire, j'espère bien parce que sinon ça serait quand même inquiétant. Alors elle espère bien effectivement par rapport aux mycotoxines, mais en fait ce qui est vrai aussi c'est qu'on a retrouvé des mycotoxines dans les croquettes. Donc si l'usine qui fabrique nos croquettes, en l'occurrence GA Pet Food Partner, est aussi rigoureuse sur
le test des mycotoxines, pour moi, c'était un gros plus. Et effectivement, voilà, je voulais rassurer nos clients par rapport à ça, puisque effectivement, il y a des cas où on retrouve des mycotoxines dans les croquettes. Ça s'est vu par le passé. Donc voilà, donc, même si Colline fait penser que c'est le cas pour toutes les croquettes, bah, malheureusement, c'est pas forcément le cas. Les ingrédients d'origine animale utilisés proviennent d'animaux issus d'un milieu sain et déclaré par un vétérinaire propre à la consommation humaine. Donc ça, en fait, c'est la définition des sous-produits pour les animaux de compagnie. Donc ça va être le cas en fait, de tous les aliments pour animaux de compagnie. Donc... Alors c'est la définition, oui et non, c'est pas la définition des sous-produits animaux, mais ce sont les conditions qui sont obligatoires, tout du moins en Europe, par rapport à l'utilisation des sous-produits animaux. Il faut savoir que les sous-produits animaux, dans une croquette, ça ne veut pas dire que ce sont les parties non nobles qui sont utilisées, puisque la définition européenne dit que tout ce qui vient d'un animal qui est à destination d'un autre animal, pour nourrir un autre animal, pardon, est un sous-produit animal. Donc si vous prenez du filet de bœuf, vous le faites entrer sur une usine de fabrication de croquettes, ça devient légalement un sous-produit animal. C'est pour ça qu'effectivement on ne peut pas avoir, dès lors qu'on utilise quelque chose provenant d'un animal à la destination de l'alimentation d'un chat, on ne peut pas dire qu'on a une croquette sans sous-produit animal, puisque par définition c'est un sous-produit animal. On n'a pas grand chose d'exceptionnel, à la limite les températures plutôt faibles au niveau de l'extruseur. La moitié des choses, c'est des choses qui sont de toute façon dans la législation. Donc ensuite la référence chat, une croquette pour tous les chatons, chats adultes et seniors. Pour moi ça ne marche pas, on va avoir des taux de minéraux qui ne vont pas être adaptés soit pour les chatons, soit pour les seniors. Alors en fait, une croquette pour tous les chatons, chats adultes et chats seniors, si ça fonctionne, et c'est d'ailleurs voilà, la FEDIAF qui le dit, la FEDIAF qui est un regroupement en fait des grandes marques de pet food européens, dont lesquels les vétérinaires nutritionnistes ont fait un guide nutritionnel sur lequel se basent à peu près toutes les marques effectivement pour répondre à des normes au niveau nutritionnel. Et si je prends par exemple le cas de la protéine, pour un chat adulte, on va vous demander un minimum de 33,30 grammes par 100 grammes de matière sèche. Pour un chaton ou une femelle gestante, on va demander entre 28 et 30. Donc si vous êtes au-dessus, vous répondez aux besoins alimentaires de tous les chatons, les chats adultes et les chats seniors. D'ailleurs, il n'y a même pas de catégorie en fait différenciée pour les chats seniors. Je mettrai en plus, parce qu'il faut savoir que voilà, sur l'article qui accompagne cette vidéo, vous aurez bien tous les détails par rapport à ça, avec le document de la FEDIAF qui montre effectivement comment ce n'est pas mutuellement exclusif et qu'on peut bien sûr avoir une alimentation à la fois pour les chatons, les chats adultes et les chats seniors. D'ailleurs, si on reprend un peu l'alimentation naturelle, un chaton ne pourra pas avoir accès à des proies différentes du chat adulte. Donc de dire qu'il faudrait adapter les besoins en tel ou tel nutriment pour les chatons par rapport aux chats adultes, ça n'a pas de sens, puisqu'il faudrait avoir quelque chose qui varie dans la proie. C'est absolument impossible naturellement. Et je ne comprends pas pourquoi Colline dit ça, alors qu'elle qui met en avant voilà, le prémodol, les choses comme ça, en utilisant directement des proies pour nourrir des chats, on ne peut pas varier les taux dans des proies. Donc de dire qu'on ne peut pas avoir à la fois pour les besoins du chaton et du chat adulte sur une alimentation naturelle, c'est un peu... Voilà, je ne comprends pas cette philosophie-là. Si on se base par exemple sur les recommandations du docteur vétérinaire, son livre qui est juste ici. Pour les chatons, on va avoir un minimum de phosphore à 1,8. Là on parle du phosphore en quantité pour 1000 calories. Et pour les seniors, le docteur Lefebvre recommande un maximum de 1,5 g de phosphore pour 1000 calories. Donc ça ne peut pas convenir à un chaton. Alors, elle cite un vétérinaire, qui est un seul vétérinaire. Bien sûr, tous les vétérinaires ne vont pas avoir les mêmes avis, mais si je prends les recommandations de la FEDIAF en minéraux, on voit que par exemple, par rapport au calcium au phosphore, on a des minimums à respecter, on n'a d'ailleurs pas de maximum, on a des maximums à respecter sur le ratio calcium-phosphore, mais si on répond à ça à la fois pour les chats adultes et pour les chats seniors, les chatons, chats adultes et chats seniors, bien sûr qu'on répond à tous les besoins et qu'on peut avoir une croquette qui est à la fois pour les chatons, les chats adultes et les chats seniors. Un taux de glucides le plus bas possible. J'ai tendance à bien aimer que le taux de glucides soit bas. Je vous ai fait un article sur les glucides. Les glucides ne sont pas forcément toxiques pour le chat tant que c'est en dessous de 30-40%. Autant un taux faible de glucides en dessous de 10% c'est plutôt bien, mais ça ne veut pas pour autant dire que les glucides sont toxiques.
C'est-à-dire que les chats tolèrent en fait un taux d'amidon de 35%, c'est assez énorme, 35%. C'est pas ce qui se passerait naturellement, c'est pas du tout ce que d'ailleurs Colline met en avant sur les recettes qu'elle a sur son site. Elle met en avant des recettes qui sont quasiment nulles en teneur en glucides, avec de la viande et très peu de végétaux. Et c'est pas parce que des chats tolèrent sur le plan digestif que c'est une alimentation la plus appropriée pour le besoin en tant que carnivore du chat. Autant il y a débat sur le chien et les vétérinaires ne sont pas d'accord sur le fait que le chien soit encore considéré comme un carnivore non strict ou un omnivore, autant sur le chat, tout le corps scientifique est d'accord pour dire que ça reste un carnivore strict. Donc pour moi, c'est assez logique de le nourrir avec une faible teneur en glucides. Et c'est pas parce qu'il peut le digérer que ça va être bon pour lui. Ce qui me fait tiquer dans les constituants analytiques, c'est qu'on ne va pas avoir le taux de phosphore ni de calcium et on a quand même beaucoup de protéines animales et ça c'est bien par rapport aux protéines végétales. Les protéines animales ont tendance à être de meilleure qualité. C'est bien aussi quand les ingrédients sont plutôt sous forme séchée parce que du poulet frais, de toute façon avec le processus d'extrusion, l'humidité va être éliminée. Alors le poulet frais, ça resterait une solution pour moi idéale d'avoir que du poulet frais ou que des viandes fraîches. Le problème c'est qu'on ne peut pas faire ça pour avoir une croquette non faible en protéines animales parce que si on n'utilise que des viandes séchées, on va se retrouver avec une machine qui fabrique la croquette qui va devoir sécher toutes les viandes et celle-ci va saturer. Donc ça ne permet pas d'avoir le plus haut taux de protéines en faisant ça. Donc il vaut mieux avoir des viandes qui sont séchées au préalable pour pouvoir en mettre plus lors de l'extrusion et rattraper des taux de protéines qui pourraient être consommés naturellement par un chat consommant des proies en fait, tout simplement. Ce qui fait que là, au final, on a assez peu d'informations sur ces croquettes. Dans les documents et certificats, ils partagent donc le document contractuel de recettes qu'ils ont avec leur usine. Et là, ce qui va être intéressant, déclaration optionnelle, on va voir les oméga 6, les oméga 3, le calcium et le phosphore. Et on voit cette petite astérix qui dit que ces valeurs sont théoriques et ne sont pas obligatoires légalement sur le packaging. Ce que ça veut dire, c'est que légalement, dans la législation en France et en Europe, qui doit être mentionné sur l'étiquette, ça va être le taux de protéines, de gras, de fibres et de cendres. Là, l'usine donc partage le taux de calcium et de phosphore et d'oméga 3, mais ils sont pas capables de le garantir. C'est-à-dire que il se peut que ça varie d'un lot à un autre. Ils font pas attention à ce que ça ne varie pas et que ça reste un taux fixe. Ça, moi personnellement, ça m'embête parce que je préférais qu'on ait une usine qui soit capable d'avoir un taux fixe en phosphore et en calcium. Le phosphore, on commence à y avoir un consensus qu'une teneur en phosphore trop élevé, c'est toxique pour les reins des chats. Alors il faut savoir que tous les taux en fait varient de chaque lot. C'est pour ça que au niveau de la loi, il y a des tolérances légales. Donc quand vous déclarez par exemple 50% de protéines, on a le droit à plus ou moins 3%. Donc ça peut être 47 ou ça peut être 53% de protéines au test. Ça c'est parce que on peut avoir des variations sur chaque recette qu'on produit. Chaque fabrication peut avoir des variations et on ne va pas changer l'étiquetage à chaque fabrication en fonction des résultats d'analyse de chaque test. Par contre, il faut que à chaque fabrication, on ait des taux qui soient dans les tolérances légales. Alors ça vaut pour le taux de protéines, le taux de matière grasse, le taux de cellulose et le taux de cendre. Pour les autres taux, donc le phosphore, calcium, oméga 3, oméga 6, ce sont des taux qu'on peut choisir de déclarer. À partir du moment où on les déclare, ils doivent être garantis dans les tolérances légales. Et si par exemple là l'usine comme GA qui nous fait nos croquettes ne nous le garantit pas, on n'a pas le droit de les déclarer sur le paquet ou sur le site directement. Ça reste des taux théoriques, nous on les fait tester à chaque fois, mais c'est donc les taux qui sont sur ce document de recette usine sont des taux théoriques. Le document de recette est ajusté chaque année en fonction des tests qu'on fait sur les croquettes. Donc ça reste des taux théoriques mais qui sont basés effectivement comme pour le taux de protéines, matière grasse et autres. Colline met en avant du coup le fait que c'est un peu grave pour elle que ce soit pas garanti, mais c'est normal. Quand Colline met en avant une recette par exemple, elle va pas pouvoir garantir le taux de protéines, le taux de matière grasse, parce que tout ça va varier en fonction effectivement de la teneur dans les différents nutriments. Donc ça c'est tout à fait normal, c'est pour ça qu'il y a des variabilités. Et aucune usine n'est capable de garantir un taux fixe à chaque fabrication, ça n'existe pas. Par curiosité, j'ai demandé votre participation de m'aider pour cette vidéo, donc j'ai pu avoir une photo d'un paquet de croquettes Amikinos. Donc on peut voir le numéro de contrôle qui s'appelle aussi le numéro d'agrément, et ça c'est une mention qui est obligatoire sur le packaging et ça correspond au numéro de l'usine.
Mon confrère Damien de Une Gamelle au Top, qui fait des articles donc, sur les aliments pour animaux, a fait un article qui s'appelle Où sont fabriquées mes croquettes, et vous avez un tableau, vous pouvez rechercher un numéro d'agrément et ça vous dira dans quelle usine sont fabriquées vos croquettes. Et donc là, les croquettes Amikinos sont fabriquées dans l'usine GA Pet Food Partner. Cette usine, on la connaît bien si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les croquettes Franklin. C'est l'usine qui fabrique aussi les croquettes Franklin. Cette usine qui vend des croquettes sur un catalogue déjà tout fait. Donc là, il faut reconnaître que Amikinos par rapport à Franklin, ils ont leur propre recette. La recette qu'ils ont n'est pas sur le catalogue. Alors pour connaître l'usine croquettes, il y a beaucoup plus simple, hein, vous allez directement sur notre site. C'est vrai qu'au moment de la vidéo de Colline, il n'y avait pas la page fabrication des croquettes sur notre site. Je l'ai rajouté depuis et je mets effectivement clairement que nos croquettes sont fabriquées chez GA Pet Food Partner, ce qui est une usine qui est localisée à côté de Manchester et qui nous fabrique nos recettes sur mesure. Pour analyser les croquettes, j'ai fait quelques petits calculs. Donc sur ces croquettes, on va être à 124 grammes de protéines pour 1000 calories. Ça va être bien. Pour des croquettes, on voudrait être au-dessus de 110 pour que comme ça convienne même à des chats stérilisés sédentaires ou seniors et sédentaires. Ensuite, on va calculer aussi le ratio de protéines phosphore. Donc là, on est à 43. Quand on est au-dessus de 35, ça va être plutôt bien. Ce taux de ratio protéines-phosphore, ça nous donne une indication sur la qualité des protéines. Plus ce taux est bas, plus les protéines sont de mauvaise qualité. Alors pourquoi le taux de phosphore et le taux de protéines, le ratio nous donne une indication sur la qualité de la viande utilisée? Tout simplement parce que le phosphore va provenir des os utilisés, donc qui viennent avec la viande, et la protéine va venir des morceaux de viande. Donc si vous avez une viande qui est très mal désossée, elle va vous apporter beaucoup de phosphore et peu de protéines. Donc en faisant ce ratio et voir combien de fois plus on a de protéines par rapport au phosphore, ça permet de jauger la qualité des viandes utilisées dans l'alimentation. Par contre, là où ça va pêcher, c'est que au niveau du phosphore pour 1000 calories, on va être à 2,95 alors que là on voudrait être plutôt à 2 voire en dessous. C'est souvent ce qui va arriver avec des croquettes qui sont très élevées en protéines. Là on va avoir seulement 7% des calories qui vont venir des glucides, donc ça va être plutôt bien, et 50% des calories qui vont venir des protéines. Mais personnellement, au final, je préférais avoir une croquette qui est plus riche en glucides mais plus faible en phosphore. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec Colline, puisque ce qu'elle nous dit essentiellement, c'est qu'elle est contente du ratio protéino-phosphorique de nos croquettes qui est bon, et après elle va dire que le phosphore pour 1000 calories est trop élevé. Ce n'est pas logique, puisque si par exemple j'avais baissé le taux de phosphore en mettant moins de viande dans nos croquettes, puisque moins de viande, moins d'os qui vient avec, je vais baisser le taux de phosphore, mais je vais aussi baisser le taux de protéines. Donc si je fais ça, je vais augmenter un autre taux, puisque c'est les vases communicants, je vais augmenter mon taux de glucides. Donc je vais me retrouver avec une croquette qui contient moins de protéines, moins de phosphore certes, mais qui va avoir une portion de glucides en plus. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire ça, puisque si je prends la même qualité de viande avec le même taux de phosphore, le même taux de protéines, les mêmes ratios, de dire que je vais baisser cette teneur en viande pour rajouter des glucides pour un chat qui est un carnivore strict, pour moi ça va pas donner une meilleure croquette, loin de là. Et je comprends pas d'ailleurs pourquoi Colline dit ça, alors que sur son site elle-même, elle préconise notamment dans le cadre du pré-model de donner par exemple directement des souris à des chats, mais les souris contiennent beaucoup plus de phosphore pour 1000 kcal que nos croquettes. Je comprends pas pourquoi elle dit ça, alors que c'est en contradiction avec ce qu'elle-même elle indique sur son site internet. En particulier, s'il recommande ces croquettes aussi pour des chats seniors à 2,95 pour un chat senior, alors que le docteur Lefebvre recommande un maximum de 1,5 pour des chats seniors. On est presque au double. Alors, elle n'a pas du phosphore pour les chats seniors. Bien sûr, elle cite encore le docteur Lefebvre. Il faut savoir que si on prend les recommandations pour un chat senior en phosphore sur les recommandations de la FEDIAF, on n'a pas de maximal. C'est pas parce que le chat devient senior qu'il devient plus omnivore. Pour moi, il reste carnivore tout au long de sa vie, et donc je vois pas la logique qui est de dire je vais baisser le taux de protéines, baisser le taux de phosphore pour un chat senior pour lui augmenter la quantité de glucides. On prend les recommandations de la FEDIAF qui sont les recommandations d'une multitude de vétérinaires nutritionnistes. Ils sont visiblement pas d'accord avec ça. D'ailleurs, il n'y a même pas sur la catégorie. Si on regarde, il y a chat adulte, il n'y a pas chat adulte, chat senior, il n'y a pas de distinction entre chat adulte et chat senior sur ce document.
Je reviens sur le fait qu'elle disait que pour elle, ça aurait été mieux d'avoir une croquette avec plus de glucides. C'est aussi pas très logique puisque si on a le même ratio entre le phosphore et la protéine animale, ce qui va se passer, c'est que pour répondre aux besoins alimentaires d'un chat en protéines, dans tous les cas, si le ratio est le même, il aura la même gestion de phosphore. Donc si par exemple un chat, je dis n'importe quoi, a un besoin alimentaire en protéines journalier de 18 grammes, il aura tant de phosphore ingéré pour ces 18 grammes de protéines. Si on descend la protéine, on descend le phosphore, ça va pas changer en fait que pour consommer ces 18 grammes de protéines, il va toujours avoir le même apport en phosphore. Donc pour moi, effectivement, c'est pas très logique de dire ça, sachant que dans le deuxième cas, si on a baissé effectivement la protéine et on a augmenté la quantité de glucides, bah, le chat va probablement se retrouver à consommer à peu près la même quantité de phosphore, mais en plus, il aura consommé une quantité de glucides supérieure. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, pour un carnivore. C'est effectivement, encore une fois, en contradiction avec ce que Colline indique sur son site internet elle-même en disant qu'elle favorise une alimentation plus faible en glucides. Donc je ne comprends pas très bien cette remarque. Et par exemple, dans les croquettes pour lesquelles j'ai déjà fait des décryptages, il y avait une des références de Ziggy qui avait protéines pour 1000 calories au-dessus de 110, un ratio protéines-phosphore qui était aussi au-dessus de 35 et du phosphore pour 1000 calories qui était en dessous de 2. Ça serait déjà des croquettes que je privilégierais, même si elles ont plus de glucides. Donc voilà, elle dit encore une fois qu'elle voudrait privilégier les croquettes Ziggy par rapport aux nôtres, parce qu'effectivement un taux de phosphore inférieur, mais oui, mais il y a un taux de phosphore inférieur, mais un taux de protéines aussi inférieur. Encore une fois, pour moi, c'est illogique pour un carnivore de dire je vais lui baisser la viande, la même qualité de viande, je vais lui baisser la viande avec la teneur en os qui vient dedans, pour inclure une portion de glucides supplémentaire. Pour moi, ça n'a pas de sens pour un carnivore strict, d'autant plus que dans nos croquettes, on est largement en dessous de ce qu'un chat pourrait consommer naturellement en mangeant une souris. Donc c'est un peu bête, effectivement, pour moi, de dire ça, parce que ce n'est pas logique si on se base du point de vue de respecter ce qu'un chat pourrait manger naturellement. Après, on reste quand même sur des taux de phosphore par exemple qui vont être plus bas que Origène. Quand on regarde les documents et certificats, on a aussi vu qu'il y avait les taux d'oméga 3 et d'oméga 6 qui va nous permettre de calculer le ratio entre les oméga 6 et les oméga 3 qui est un ratio qui est relativement important parce que en fait si on a trop d'oméga 6 ou si on a trop d'oméga 3, dans les deux cas ça peut être pro-inflammatoire. Alors en fait, elle dit ça, mais les dernières études, au moins chez les humains, montrent que en fait, les oméga 6 ne seraient pas impliqués du tout dans l'inflammation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut effectivement, il faut toujours essayer de se mettre à jour. C'est compliqué de suivre un peu toutes les dernières publications, mais en préparant cette vidéo, j'ai regardé effectivement toutes les publications par rapport aux oméga 6 qui sont tombées dernièrement, et ce serait a priori faux de dire que les oméga 6 sont pro-inflammatoires. Là, on va être à 10 du ratio qui n'est pas terrible. Le docteur Lefebvre, lui, recommande plutôt entre 2 et 5. Elle cite à nouveau le docteur Lefebvre par rapport à un ratio en oméga 6, oméga 3. Bon, c'est à nouveau voilà, un seul vétérinaire. Si on prend les recommandations de la FEGAF, encore une fois, on voit qu'il n'y a pas de ratio recommandé, il y a des valeurs minimales à respecter pour les oméga 3, oméga 6, EPA, DHA et ALA, mais en fait, on n'a pas de ratio à respecter. Pour moi, en plus de dire qu'on doit respecter un ratio, tout dépend aussi du reste de la recette. Dire d'imposer un ratio comme ça, sans prendre en compte le reste de la recette, ça tombe pas vraiment sous le sens. Et d'ailleurs, une des autres choses, c'est qu'il n'y a pas de poisson ni d'huile de poisson. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas non plus d'EPA et de DHA qui sont deux oméga 3 qui sont assez importants. Alors ça c'est totalement faux, oui alors il n'y a pas d'huile de poisson dans nos croquettes, mais c'est totalement faux de dire qu'il n'y a pas d'EPA et DHA et je comprends pas pourquoi Colline a dit ça. Les EPA et DHA de nos croquettes viennent des graisses animales qu'on utilise, donc la graisse de poulet, graisse de dinde, graisse de canard et aussi la graisse des œufs, donc le gras des œufs. Et c'est vrai que si on regarde sur internet en tapant EPA et DHA, souvent c'est marqué que ce sont des oméga 3 d'origine marine. Donc les EPA et DHA ce sont les oméga 3 d'origine animale. Les alpha-linoïques acides, donc les ALA, sont des oméga 3 de type végétal qu'on va retrouver dans les matières grasses végétales, l'huile de colza, l'huile de lin, etc. On pourrait penser que le poisson est la seule source d'oméga 3 de type animal, donc EPA et DHA, mais en fait pas du tout. Le poisson est la seule source d'oméga 3 de type EPA et DHA en grande quantité, mais il n'est pas la seule source d'EPA et DHA, loin de là. Et d'ailleurs, en variant l'alimentation des volailles en oméga 3 de type végétal,
on peut influer sur le taux d'EPA et DHA de la matière grasse de cette viande. Donc ça, c'est totalement faux de dire que nos croquettes ne contiennent pas d'EPA et DHA. Au demeurant, ce sont les seules sources d'oméga 3 de nos croquettes. Ce sont exclusivement des EPA et DHA puisque nous, on n'utilise pas d'huile végétale. Ils ont fait un article sur les oméga 3 et les oméga 6. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de taux recommandé en EPA et en DHA, sauf que autant il n'y en a pas dans la FEDIAF, mais le NRC, un autre organisme qui publie des standards, lui recommande des taux d'EPA et de DHA. Alors, il se trouve que c'est moi qui ai écrit cet article et j'ai absolument pas dit qu'il n'y avait pas de recommandation. Je dis qu'il n'y a pas de recommandation pour les chats adultes. Dans la FEDIAF, il y a des recommandations pour les chatons et les femelles en reproduction. Dans mon article, c'est pas vrai que j'ai dit qu'il n'y avait pas de recommandation de PA et DHA. Pour les chatons, la FEDIAF recommande un taux d'EPA et de DHA et ils disent que leurs croquettes sont adaptées pour les chatons. Et je me demande d'où vient l'EPA et le DHA pour les chatons. Parce qu'ils nous disent bien qu'ils ont une teneur minimale en oméga 3 supérieure à 0,03 pour les chatons, mais la FEDIAF ne dit pas seulement qu'il faut que ça soit supérieur à 0,03, ils nous disent aussi qu'il faut un certain taux d'EPA et de DHA et un certain taux d'ALA. Oui, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'elle part du principe qu'il n'y a pas de PA-DHA dans nos croquettes. Ça, c'est totalement faux. Voilà, je peux rien dire de plus, mais c'est totalement faux. Il y a effectivement tous les oméga 3 de nos croquettes sont des EPA et DHA. La seule chose que Colline aura pu critiquer, c'est que nos croquettes ne contiennent pas d'alpha-linoïque acide, contrairement à ce que recommande la FEDIAF. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que les alpha-linoïque acide, donc c'est des oméga 3 de type végétal, qui se trouvent uniquement dans la matière grasse végétale. Pour moi, ça n'a pas de sens de dire que le chat a besoin de quelque chose qui est végétal pour un carnivore strict. Et d'ailleurs, Colline doit être d'accord avec moi, puisque dans toutes les recettes qu'elle conseille sur son site, tous les ingrédients qu'elle conseille pour les chats, en aucun cas je retrouve de la matière grasse végétale conseillée. Donc ce qui veut dire que dans les recettes qu'elle conseille, il n'y a pas non plus d'alpha-linoïque acide, donc pas d'oméga 3 de type ALA dans ces recettes. Personnellement, je vous recommanderais vraiment des croquettes qui sont riches en EPA et en DHA parce qu'il y a vraiment de nombreuses études qui montrent que ça a des bénéfices, en particulier pour les animaux qui ont des pathologies. Le problème des études que Colline vient de citer, c'est qu'elles ont été faites sur des croquettes, sur de l'alimentation radicalement différente des nôtres. L'alimentation utilisée dans ces études contient entre 30 et 40% de glucides. C'est assez énorme et vous avez des quantités de protéines assez faibles. Au demeurant, on n'a pas trop de détails sur l'alimentation utilisée et en plus, une de ces études montre l'effet bénéfique d'un apport en EPA et DHA, mais sur une alimentation qui à la base n'en contenait pas. Donc là, effectivement, on ne respecte pas les recommandations et bien sûr que les EPA et DHA sont des acides gras essentiels et on est obligé d'en mettre dans les croquettes. Donc une croquette qui n'en contient pas, pour moi, poserait problème. C'est logique qu'effectivement, donc dans cette étude, on voit une amélioration par rapport à ça. Si vous voulez plus de détails par rapport à ces 4 études qui ont été citées, je vous inviterai à lire l'article qui accompagne cette vidéo. Eux, ce qu'ils nous disent, les oméga de type ALA ne sont pas assimilables par les chiens sans conversion en EPA ou DHA. Ça, c'est pas vrai puisqu'on sait, il y a une étude par exemple avec des chats nourris avec des graines de lin qui sont très riches en ALA et qui avaient un effet sur les inflammations. Donc si c'est assimilable pour le chat. Je dois dire que le milieu scientifique n'est pas vraiment d'accord par rapport à l'assimilation des ALA. Beaucoup d'études montrent qu'il n'y a pas d'assimilation sans conversion en EPA et DHA et que cette conversion est très faible. Encore une fois, il y aura plus de détails sur l'écrit sur l'article qui accompagne cette vidéo, mais c'est vrai que voilà, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur le sujet. Pour moi, dans tous les cas, c'est un non-débat puisque Colline, elle comme moi, ne conseille pas l'utilisation de matières grasses végétales dans les croquettes, enfin dans l'alimentation du chat. Et ça me paraît logique parce que voilà, encore une fois, si on se passe du point de vue du chat étant un carnivore strict, c'est pas logique de dire que voilà, on a besoin de rajouter une matière grasse végétale pour un carnivore. En effet, le chat n'est pas capable de transformer l'ALA en EPA et DHA, contrairement à par exemple nous les humains. Mais ça veut pas dire que l'ALA est inefficace ou ne fait rien. En fait, les études ne montrent pas qu'il n'y a pas de conversion chez le chat de ALA en EPA et DHA et je dis que cette conversion est marginale. Ça veut dire que justement le chat a besoin d'EPA et de DHA. Je suis tout à fait d'accord avec ça, le chat a besoin d'EPA et DHA, et c'est pour ça que voilà, dans notre croquette, pour moi, il n'y a pas d'importance à rajouter des ALA dès lors qu'on répond bien aux besoins alimentaires en EPA et DHA, qui sont les plus biodisponibles forcément pour les chats en tant que carnivores stricts. Ils vont aussi nous dire justement que les huiles végétales provoquent des inflammations, alors que ça va plutôt être un problème que les huiles végétales sont souvent très riches en oméga 6, et ça va plutôt être en effet un déséquilibre entre l'oméga 6 et l'oméga 3 qui vont provoquer des inflammations.
Alors sur cet article, j'ai pas du tout mentionné un problème d'inflammation par rapport aux matières grasses végétales. C'est pour moi pas logique d'en utiliser, donc j'en ai pas utilisé, mais en aucun cas sur cet article je dis que, voilà, d'ailleurs si on regarde l'écran de Colline, on voit que, voilà, à aucun moment donné je dis que ça provoque de l'inflammation. Et d'ailleurs au demeurant, encore une fois, en ayant fait des petites recherches pour faire cette vidéo, a priori il serait faux de dire, même si on l'entend très régulièrement, il serait faux de dire que les oméga 6 qui sont assez présents dans certaines huiles végétales, mais pas forcément. Vous avez l'huile de colza par exemple qui est très chargée en oméga 3, donc ça dépend effectivement des huiles végétales. Mais il serait faux de dire que même les huiles très chargées en oméga 6 seraient problématiques, tout du moins chez les humains. Bon, pour moi, dans tous les cas, même s'il y a débat, mieux vaut ne pas les utiliser pour un carnivore comme le chat. Et là justement on a un déséquilibre en oméga 3 et en oméga 6 sur ces croquettes. Encore une fois, elle dit qu'il y a un déséquilibre dans les croquettes. On reste sur un équilibre qui est naturel quand on utilise de la viande et de la matière grasse animale hors poisson. Le poisson est une matière grasse qui contient beaucoup plus effectivement d'EPA et DHA. Mais pour moi, qui n'est pas l'une des meilleures matières grasses, le chat ne la consomme pas naturellement. C'est pour moi pas logique de dire qu'il a besoin de ce poisson pour répondre à ses apports en EPA et en DHA. Et l'argument de dire que voilà, il y a un déséquilibre qui est pro-inflammatoire en faveur d'oméga 6 est faux aussi, puisque les oméga 6 ne seraient pas impliqués dans les processus d'inflammation. Qui nous disent qu'ils ne veulent pas donner de poisson parce que c'est pas naturel. Ben, je préfère donner quelque chose qui est pas naturel, avoir une alimentation équilibrée. Alors c'est un peu en contradiction avec ce qu'elle met en avant sur son site. Colline met en avant le fait d'être le plus naturel possible, notamment de ne pas donner de croquettes parce que voilà, c'est sec. Et elle préconise du prémodol, des choses comme ça. Si elle utilise du prémodol, elle ne rajoute pas d'huile de poisson par-dessus, par exemple, elle va se retrouver avec les oméga 6, oméga 3 qu'on a dans nos croquettes. Je comprends pas la stratégie qui est de dire je me base sur la nature, mais non, je vais finalement adapter. Voilà, bon, c'est chacun son point de vue. Hein. Surtout que dans la nature, les proies sauvages vont être beaucoup plus riches en oméga 3 que les animaux des élevages, donc autant rajouter du poisson justement pour combler cette différence par rapport à ce qu'il y a dans la nature. Alors ça, c'est pas vraiment vrai. En l'occurrence, c'est surtout le problème dans le bovin, puisque dans le bovin, quand on lui donne plus de grains, de céréales, effectivement, on va augmenter la quantité d'oméga 6. Pour l'élevage de volailles, c'est tout à fait naturel pour eux de consommer du grain, des céréales, comme ils le feraient naturellement. De dire sur les proies naturelles, il y a plus d'oméga 3, oméga 6, ça vaut effectivement si on compare avec de l'élevage bovin où on a une alimentation qui n'est pas forcément la plus naturelle comparée à des bovins qui sont exclusivement nourris à de l'herbe, qui vont avoir un profil d'oméga 3 supérieur aux bovins qui sont nourris avec des céréales par exemple, sur lesquels on va retrouver un peu plus d'oméga 6, un peu moins d'oméga 3. Donc au passage, elle disait qu'il n'y avait pas d'EPA et DHA dans nos croquettes. Et s'il y a de l'oméga 3 dans le poulet, forcément, ce sont des EPA et DHA, ça ne va pas être des alpha-lipoïques acides qui sont des oméga 3 de type végétal. Pareil, ils nous disent que trop d'oméga 3, c'est pas bien. Ça, je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il y a un ratio et qu'il faut être dans ce ratio pour avoir ni trop ni pas assez d'oméga 3. Et enfin, ils nous disent en gros qu'ils ont eu plein de témoignages sur leur page Facebook que le chat avait un beau poil et que donc ça veut dire que leur ratio d'oméga 3 et d'oméga 6 est équilibré. Tout ça, c'est vraiment se baser sur des anecdotes, à moins de faire une étude scientifique à ce sujet. Là, on est vraiment juste sur les anecdotes Facebook. Alors, pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir les retours de nos clients. J'ai un gros avantage, c'est que c'est moi qui vous réponds au téléphone quand vous nous appelez. C'est moi qui réponds au téléphone, c'est moi qui réponds aux emails. Donc, j'ai une bonne connaissance de ce qui se passe sur les chiens et les chats nourris à nos croquettes. Parce que j'ai vos retours en direct. Quand j'ai écrit cet article sur les oméga 3, oméga 6 de nos croquettes, je me suis dit comment je peux exprimer ces retours, sachant que je ne peux pas recontacter les gens au téléphone pour leur dire voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai fait un appel sur notre page Facebook pour avoir les retours par rapport à la qualité du poil et de la peau chez les chats et les chiens nourris avec nos croquettes. Et pour moi, peu importe ce que dit la science, si ça ne se vérifie pas sur le terrain, ça n'a aucun intérêt. Donc pour moi, c'est très important d'avoir à la fois ce que dit la science, mais aussi les retours directs de nos clients pour savoir si on est sur la bonne direction. Et c'est vrai que le premier symptôme en fait mis en avant d'un manque d'oméga 3 par rapport au oméga 6, c'est une dégradation de la qualité du poil et de la peau. Et donc pour moi, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on observe sur nos croquettes généralement, ça veut dire que ma stratégie qui est de dire
la quantité d'oméga 3 est suffisante compte tenu de la recette de nos croquettes. C'est pas pour toutes les croquettes. Je dis pour notre croquette, ça fonctionne compte tenu du reste de tous les taux qu'il y a dans notre alimentation. Et j'ai demandé le maximum de retours que je pouvais avoir sur notre page Facebook et j'en ai eu pas mal quand même. J'ai mis une sélection sur l'article et j'ai mis le lien vers la publication Facebook pour que les gens puissent voir directement les commentaires de nos clients. De dire que c'est anecdotique, je trouve ça un peu bizarre parce que ça reste une quantité assez importante de retours. Et si je prends par exemple les études citées au préalable par Colline sur les oméga 3, oméga 6, il faut savoir que c'était pas sur une quantité de chats très importante. En général, voilà, ça tournait pas à plus de 30 individus pour les études. Donc ça reste des petites quantités. Et en l'occurrence, moi j'ai un retour de bon nombre de nos clients sur des années. Je pouvais pas le retranscrire directement, je pouvais pas dire croyez-moi sur parole. Donc mon idée c'était de dire voilà, je vais faire une demande de témoignage pour pouvoir publier ça sur mon article pour dire que effectivement, si je me base sur les retours clients, pour moi le taux d'oméga 3, oméga 6 de nos croquettes, il est adéquat. Il répond à la fois à ce que disent les vétérinaires, nutritionnistes, et en plus, on voit que sur le terrain, ça fonctionne. Parce que j'ai même eu des cas où des chats et des chiens qui étaient nourris à des croquettes contenant du poisson et donc plus d'oméga 3 que nos croquettes, ont eu une amélioration au niveau du poil et de la peau après le passage sur nos croquettes qui contenaient finalement moins d'oméga 3. Donc de dire que ça se réduit à juste un ratio pour être bon, pour moi c'est un peu réducteur, il faut aussi prendre tout le reste de la croquette. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il m'est arrivé d'avoir des fois des chiens et des chats nourris à nos croquettes qui n'avaient pas un beau poil ou une belle peau en bonne condition sur nos croquettes, et ça a pu arriver par le passé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces cas-là, j'ai fait les tests de demander aux propriétaires des chiens et des chats de supplémenter en oméga 3 avec des huiles de poisson. Et ce qui était intéressant, c'est que le retour de ces propriétaires était de dire qu'ils n'ont observé aucune différence finalement au niveau du poil et de la peau. Ce qui voulait dire que pour moi, ça confirmait que le problème ne venait absolument pas d'un manque d'oméga 3, mais d'un autre souci qu'on a malheureusement jamais résolu. Mais effectivement, ce retour était très intéressant pour cela. Je trouve cet article assez typique de ce que Amikinos fait beaucoup, donc il se base sur de la science pour un peu dire ce qu'ils ont envie. Oui, je me base sur la science forcément. Pour expliquer un point de vue, je ne vais pas citer quelque chose sans avoir d'appui de la science, ça paraît logique, Colline fait la même chose, mais je ne me base pas uniquement sur la science, je me base à la fois sur la science et à la fois ce qu'on observe dans la réalité des choses avec les chiens et les chats nourris à nos croquettes. Je comprends pas cette petite réflexion qui laisse à supposer que voilà, on détourne la science, je détourne la science pour pouvoir exprimer ce que je veux, alors que pas du tout, j'ai cité, et en l'occurrence, je mets un point d'honneur à citer le passage et à traduire effectivement la citation, souvent c'est en anglais, donc traduire la citation qui est importante dans le sujet de mes articles. Un autre article du même type, ça va être au niveau de la nourriture humide, c'est qui parle donc de cette étude de Buckley. En fait, cette étude, elle dit exactement le contraire de ce qu'il dit. Dans cette étude de Buckley, ils ont donné des croquettes réhydratées, ils ont comparé avec les croquettes pas réhydratées, et les chats qui mangeaient les croquettes réhydratées, donc une alimentation humide, ils avaient un apport en eau plus important, justement parce que les chats ne sont pas capables de bien réguler leur prise d'eau lorsqu'ils ont un aliment déshydraté. Cette étude de Buckley, je dis pas du tout l'inverse. Ce que je dis dans mon article, c'est que dans l'étude de Buckley et al., puisque justement cette étude a utilisé des croquettes réhydratées et montré la différence de prise d'eau entre une croquette non réhydratée versus une croquette réhydratée, pour moi, à partir du moment où une croquette réhydratée devient finalement une alimentation humide, il n'est pas nécessaire de donner une alimentation humide sous boîte ou autre forme, puisqu'on peut tout simplement réhydrater les croquettes. Alors après, par contre, ce que dit Colline, elle dit que c'est pas possible d'avoir des chats qui ont les mêmes prises d'eau que des chats nourris à de l'humide, comparé à des chats nourris uniquement aux croquettes. Ça, c'est faux. C'est quelque chose que j'ai vérifié moi-même sur mes deux petites chattes. Sur plusieurs semaines, du coup, j'ai mesuré leur quantité d'eau consommée avec uniquement nos croquettes et j'ai montré que le rapport d'eau journalier était de 30 ml par kilo de poids. Exactement finalement ce qu'on avait dans l'étude de Buckley et al., qui était citée comme référence par rapport à la prise d'eau qui donnait la meilleure concentration des urines. Donc c'est faux de dire que des chats nourris uniquement aux croquettes ne peuvent pas avoir la même prise d'eau totale, donc par l'alimentation et boisson, que des chats nourris à l'alimentation humide. Ça c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas tout le temps, mais en tout cas c'est faux de dire que c'est pas possible.
Ça, on a quand même pas mal d'études à ce sujet et j'ai l'impression qu'ils ont ignoré ces autres études. Alors pour moi, l'étude de Buckley Hall indique qu'il y a pas mal d'études sur le sujet. Pour moi, c'est la seule que j'ai trouvée. Et je pense d'ailleurs que si elle en avait trouvé d'autres, elle les aurait citées, elle les aurait affichées à l'écran. Mais pour moi, c'est un peu l'inverse de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que j'ai très peu d'études sur ce sujet. Et l'étude de Buckley Hall, c'est quasiment la seule qui a observé, qui a étudié ça. Quand on a réfléchi un peu plus, le chat dans la nature serait parfaitement capable de gérer sa prise d'eau en fonction des taux d'humidité différents de ses proies, mais il serait incapable de le faire pour une croquette. En fait, dans la nature, toutes les proies elles sont à au moins 70% d'eau, et donc en fait, dans la nature, le chat n'a tout simplement pas besoin de boire. Il est capable de s'hydrater entièrement lorsqu'il a une alimentation humide. Alors ça c'est faux, si on a alimentation de type proie avec effectivement 70% d'humidité, 70-75% d'humidité, c'est faux, les chats sont quand même obligés de boire. Les seuls animaux qui sont capables de ne pas boire, comme l'oryx par exemple, c'est une gazelle qui peut, dans certains cas, en fonction de son alimentation, ne pas boire pendant un certain temps si son alimentation est assez chargée en humidité, mais en alimentation de type végétal qui va être beaucoup plus chargée en eau que sur des carnivores. Donc il y a, à ma connaissance, aucun carnivore qui est capable de subvenir à ses besoins en eau uniquement par son alimentation. Et c'est pour ça que même si on a une alimentation humide, le chat va être obligé de boire en plus. Et donc s'il ne boit pas en fonction de ses besoins en eau, il va avoir à moindre mesure, mais il va toujours avoir un problème d'hydratation si on part de ce principe-là, avec une alimentation humide. Alors son alimentation humide qui est extrêmement chargée et qui n'est pas naturelle, qui est extrêmement chargée en humidité, style 90-95%, comme on peut des fois voir, probablement que ça peut fonctionner, mais c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver dans des proies, où on est plutôt aux alentours des 70% d'humidité. Donc oui, c'est pas si illogique que ça qu'en fait lorsqu'il a une alimentation sèche, il ne soit pas capable de s'hydrater assez. Et ça, il y a vraiment plusieurs études dans lesquelles les chats qui ont une alimentation sèche ne vont pas avoir un apport total en eau égal à un chat qui a une alimentation humide, même s'ils vont boire plus. Alors, il y a plusieurs études sur le sujet. Pour moi, j'en ai pas vu d'autres. L'étude qui revient tout le temps, c'est l'étude de Buckley Hall. Et encore une fois, c'est pour moi pas très logique de dire que le chat n'est pas capable de bien gérer ses apports en eau au-delà sur une déshydratation qui pourrait être vraiment problématique. Peut-être que moins qu'optimal sur certaines alimentations, peut-être qu'on peut l'observer. C'est en tout cas ce que montre l'étude de Buckley Hall. Est-ce que c'est sur tous les types d'alimentation? Je ne sais pas. Tous les types de recettes, je parle de composition d'alimentation. Ce serait à voir. En tout cas, moi sur les tests que j'ai fait sur nos croquettes, sur mes deux petites chattes, c'est pas ce qui a été le cas. Et j'ai fait faire aussi ce test sur plusieurs de nos clients sur leurs chats. Et en versus mettre l'eau dans les croquettes ou enlever l'eau des croquettes, ils ont constaté qu'il y avait un shift en fait entre la prise d'eau boisson qui varie en fonction de l'eau qu'on a rachetée de la croquette. Donc on ne varie pas en fait la quantité totale d'eau consommée par le chat. Et en plus, si on prend la base de la nature, dans la nature, quand le chat ne consomme pas, quand le chat est à jeun, et ça arrive naturellement que certains félins ne puissent pas manger pendant plusieurs jours, dans ces cas-là, l'apport en eau est uniquement géré par la boisson, puisqu'il a zéro apport en eau de l'alimentation. Donc de dire que dans ces cas-là, le chat n'est pas capable de gérer ses besoins, ses apports en eau, ça voudrait dire que le chat perdrait des capacités pour pouvoir chasser dans les meilleures conditions, puisque dès qu'on a une déshydratation qui dépasse un certain pourcentage, on va avoir une baisse de la performance physique, et donc le chat ne serait pas en mesure de chasser correctement pour se nourrir. Donc c'est pas très logique, et c'est pas ce qui se passe dans la nature. Les chats sont capables effectivement de gérer leur hydratation avec la boisson uniquement si besoin, dans le cadre du jeûne par exemple. Ils nous disent aussi que le chat n'est pas originaire du désert, pourtant si, puisque le chat a été domestiqué à partir du Felis libica, qui est le chat sauvage d'Afrique. Alors j'ai cité ça, c'est par rapport à un documentaire que j'ai vu, un documentaire Sky, j'ai mis les détails sur l'article, qui disait qu'effectivement les chats, avant d'arriver dans le désert, étaient originaires de l'Asie. Bon, c'est un point de détail. Voilà, moi en l'occurrence j'ai vu ça dans ce documentaire, elle a peut-être vu ça autre part, elle n'a pas cité de source encore une fois, donc voilà, on peut pas vraiment comparer.
Ils vont aussi après nous dire qu'un manque d'eau, ça ne va pas causer les calculs et les cristaux et qu'il y a d'autres facteurs de risque. C'est absolument l'inverse de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je mets que l'un des facteurs qui est important au niveau des problèmes urinaires, c'est justement un volume d'urine trop faible. Donc c'est marqué effectivement à l'écran. Et donc un volume d'urine trop faible est causé par effectivement une prise d'eau trop faible. Donc un apport en humidité trop faible. Donc j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de rapport entre la prise d'eau, enfin entre la quantité d'eau consommée et les problèmes urinaires, pas du tout. Alors qu'on a quand même une dizaine d'études dans lesquelles les aliments sèches sont un facteur de risque pour les cristaux urinaires. Je suis tout à fait d'accord, hein. C'est un facteur de risque. Ce n'est pas la cause primaire. On voit en général que souvent la cause primaire c'est une perturbation des urines dans le cadre des infections urinaires qui va faire qu'on va avoir une alcalinisation des urines et donc du coup les cristaux vont se former du fait que les urines deviennent alcalines alors qu'elles devraient être normalement légèrement basiques. Mais en soi, effectivement que le volume d'urine et donc l'apport en eau va être un facteur puisque ça va déterminer la saturation des urines dans les minéraux. Plus il y a de minéraux dans les urines, plus on est à risque d'agglomération. J'ai jamais dit l'inverse hein, dans mon article et je suis tout à fait d'accord avec ça d'ailleurs au demeurant. Donc ça c'est mon article avec lequel je ne suis pas d'accord. Vous pouvez aller voir mon article que j'ai écrit sur l'hydratation du chat. En fait, elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec l'article, mais j'ai l'impression de ce qu'elle en retire, j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas lu en fait. Dans cet article, je n'ai absolument pas dit que Buckley et al. Disaient qu'il n'y avait pas de différence de prise d'eau entre la réhydratation des croquettes et les croquettes non réhydratées. Absolument pas, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit non plus que la prise d'eau, enfin la quantité d'eau consommée n'était pas un facteur de risque pour les problèmes urinaires. J'ai absolument pas dit ça, c'est d'ailleurs marqué noir sur blanc dans mon article. Donc je ne pense pas qu'effectivement que Colline ait pris le temps de bien lire cet article. Un des autres articles aussi qui est un peu du même genre, ça va être celui sur le taux de cendres et de minéraux, dans lequel en gros ils vont nous dire que ok les taux de minéraux sont élevés dans leurs croquettes, mais comme c'est comme des souris, c'est pas grave parce que on se base sur le régime naturel et donc ça va pas être mauvais. Alors oui, dans cet article, effectivement, j'ai mis une comparaison, j'ai mis un point de comparaison, parce que souvent on parle de taux, des choses comme ça, et on n'a pas d'éléments de comparaison. Donc j'ai fait une comparaison par rapport effectivement à des souris, qui est une proie incontestable du chat, que tout le monde connaît, et donc du coup, pour moi, ça donnait un bon point de référence par rapport au taux de protéines, calcium, phosphore et cendres, donc ce sont les minéraux hein, au total, pour pouvoir juger et voir ce qui est naturel, ce qui n'est pas naturel. Ça fait encore quelque chose avec lequel je vais pas être d'accord. De mon point de vue, l'alimentation du chat sauvage va pas forcément être parfaite sur tous les points. Dans le cadre de l'alimentation prémodole, sur son site, Colline liste notamment des proies à donner aux chats et la souris en fait partie. Donc si elle considère que la souris est mauvaise pour les chats, pourquoi elle la conseille pour la donner à des chats en fait directement sur son site? Donc je ne comprends pas vraiment, d'autant plus que voilà, quand elle conseille de donner une souris, on va avoir des apports en calcium, en phosphore par rapport à la protéine qui sont plus élevés sur la souris que sur nos croquettes. C'est en contradiction totale avec ce qu'elle dit sur son site, donc je comprends pas vraiment. En particulier, quand on sait le lien entre le phosphore et l'insuffisance rénale, dans la nature, le chat va probablement de toute façon pas vivre assez longtemps pour pouvoir développer une insuffisance rénale et donc les taux élevés de phosphore des souris sont pas un problème puisque de toute façon le chat va sûrement mourir avant d'un accident ou pour X autres raisons. Dans la nature, c'est très compliqué pour les félins et ils doivent avoir les meilleures performances physiques possibles pour pouvoir survivre. Donc pour moi, ils ont évolué sur une alimentation qui leur permet d'avoir les meilleures performances physiques pour pouvoir chasser et pouvoir manger convenablement. Donc ils ont une alimentation qui pour moi est le plus adaptée pour leurs besoins, qui leur donne les meilleures performances, qui est signe d'une bonne santé. Donc de dire que si le chat vieillissait, cette alimentation qui leur donne la meilleure santé au bout d'un certain âge deviendrait nocive, c'est un argument pour moi qui n'est pas très logique. D'autant plus quand on met en avant effectivement l'alimentation prémodole sur son site. Donc là effectivement une incompréhension encore une fois par rapport à cet argument. Peuvent arriver dans la nature. Moi j'ai des chats qui sont en intérieur, j'ai envie qu'ils vivent jusqu'à 15-20 ans et donc je vais préserver les reins en mettant des taux de minéraux qui sont plus faibles que ce qu'on va retrouver dans une souris. Elle dit voilà qu'elle va vouloir donner des taux de minéraux plus faibles que ce qu'on trouve dans une souris, mais sur son site elle liste les souris comme alimentation dans le cadre du prémodole, donc qui consiste à donner voilà, des proies entières aux chats. Donc c'est assez logique de dire d'un côté qu'elle préconise ça et après d'autre côté que quand nous on compare à une souris, elle dit que c'est mauvais sur nos croquettes. On a l'impression que c'est vraiment, elle a voulu vraiment faire une vidéo à charge contre nos croquettes. Voilà. Pour finir, en 2021, Amikinos avait été épinglé par le JDP, donc le jury de déontologie publicitaire, parce qu'à l'époque, ils avaient pas mal de mentions
du type prévient les risques de diabète, d'obésité, pancréatite, cancer, etc. Bref, tout ça c'est des allégations de santé qui ne sont pas du tout autorisées, à part si c'est des médicaments ou des aliments thérapeutiques avec un objectif nutritionnel particulier. Ils ont changé un peu le marketing depuis. Une fois de plus, préférez toujours des marques qui vont dès le début être capables d'avoir un marketing qui n'est pas mensonger et qui respecte les recommandations. Alors par rapport au JDP, ce qu'il faut savoir, alors c'est que nos croquettes sont basées sur le fait qu'elles soient faibles en glucides et bien sûr, pour moi, ça peut avoir un impact sur la santé. Scientifiquement, on nous dit qu'une consommation trop importante de glucides nous met risque de problèmes de diabète de type 2, de problèmes rénaux, de développement de tumeurs, etc. C'est d'ailleurs ce que liste Colline sur son site. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais naïvement mis sur notre site, voilà pour moi ce qui était important par rapport à nos croquettes et la stratégie par rapport à la diminution de glucides et le bénéfice qu'on pourra en tirer. Il se trouve que deux vétérinaires m'ont informé et qu'au niveau de la loi, on n'a pas le droit de mettre de bénéfices santé par rapport à certaines choses. Sauf dans le cas d'alimentation vétérinaire, avec objectif nutritionnel particulier. Dès qu'on m'a dit ça, je me suis engagé, je suis allé voir la loi et j'ai fait les modifications nécessaires sur mon site. J'ai contacté la répression des fraudes, la DGCCRF, pour leur demander conseil, pour savoir ce que j'avais le droit de mettre, ce que j'avais pas le droit de mettre. Et donc je leur remercie là, de m'avoir aidé par rapport à ça. Et il se trouve que un mois ou 2 mois plus tard, je ne sais plus exactement, je suis contacté par le JDP, qui est le jury de déontologie publicitaire. Alors même s'il y a un terme jury dedans, ça reste une association, simplement. C'est pas la DGCCRF, c'est pas un organisme officiel, c'est une association pour lequel certaines personnes peuvent aller dire « Ah, ce site ne respecte pas la loi, juste comme ça, par rapport à telle chose ». Et donc du coup, le JDP m'a contacté par email en me disant voilà, on a une plainte de quelqu'un qui dit que vous mettez ça sur votre site et vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. J'ai répondu que de toute façon, ça n'était plus sur notre site puisque j'avais moi fait les modifications bien avant. À la suite de ça, le JDP qui m'a envoyé un brouillon de publication sur lequel il mettait que je en fait insinuais que j'avais du coup fait mes modifications à la suite de leur mail rapidement et en disant voilà, il n'y a plus rien sur notre site, donc voilà, c'est pas la peine de publier ou des choses comme ça. C'est totalement faux et d'ailleurs je leur ai envoyé effectivement l'échange de mails que j'ai eu avec les DGCRF et j'ai publié un article sur le sujet pour expliquer tout ce qui s'est passé dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, c'était une erreur au niveau de la législation et c'est pas du tout une question de faux, pas faux, mensonger, pas mensonger, c'est juste que au niveau de la loi, toutes les croquettes qui sont sur le marché sont bonnes pour la santé. Et donc à partir du moment où elles sont bonnes pour la santé, si on dit que si une marque dit qu'elle prévient tel ou tel problème de santé, sa croquette prévient tel ou tel problème de santé, ça sous-entend que les autres croquettes ne le font pas et donc pourraient être mauvaises pour la santé. Et ça, au niveau de la loi, c'est interdit. Colline me fait un peu passer pour un menteur par rapport à ça, alors qu'elle-même sur son site, par rapport à la faible consommation de glucides, met les mêmes arguments en avant que moi j'avais mis avant. Sur cette affaire du JDP, je regrette que le JDP n'ait pas une volonté de conseil, mais plutôt une volonté d'afficher, un peu de dénigrer, puisqu'il publie quelque chose qui en l'occurrence était déjà modifié. Donc si la volonté c'était que je me mette en règle, c'était déjà fait, j'étais déjà en règle au moment où le JDP m'a contacté. Et donc il publie quelque chose qui n'a plus lieu d'être parce que ça ne concerne plus notre site. Et donc l'idée c'est vraiment de dénigrer, de marquer ce qui a été publié par le passé. C'est pas des choses que fait la DGCCRF. La DGCCRF, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la répression des fraudes, qui ont les organismes officiels qui gèrent ces choses-là, vous informe il y a quelque chose qui ne va pas sur votre site, faut le corriger. Si vous ne le corrigez pas, vous allez avoir une amende. Et au demeurant, le signalement auprès du JDP a été fait le jour où je me suis engagé auprès de ces deux vétérinaires à faire les modifications sur notre site. La personne qui m'a signalé a posé probablement dit il n'y aura plus ces choses-là sur le site Amikinos bientôt, donc j'en profite de le faire maintenant pour après afficher Amikinos par rapport à une erreur qu'ils ont faite. Voilà, donc je regrette un petit peu ça. J'aurais aimé que le JDP soit dans une démarche simplement de conseil, de dire attention, je ne sais pas si vous le savez, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Comme on pourrait le faire, voilà, une association pour accompagner les petites entreprises qui n'ont pas forcément tous les services juridiques pour aider sur ces choses-là, même si on peut se rapporter à la DGCCRF, comme moi je l'ai fait, pour rectifier les choses.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris quelque chose ou que ça aurait été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et dites-moi aussi en commentaire quelle marque vous voulez que je décrypte la prochaine fois. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt! Donc voilà, c'est la fin de la vidéo de The Little Carnivore. J'ai été très affecté par cette vidéo parce que beaucoup de choses sont fausses. On me fait dire des choses qui ne sont pas le cas en citant mes articles mais en ne disant pas ce qu'il y a dedans réellement. Donc bien sûr, les gens qui vont voir cette vidéo ne vont pas aller voir mes articles, ils vont directement dire bah Mykinos c'est des menteurs. Mon travail me tient vraiment à cœur. J'essaie de faire le mieux possible, donc tous mes choix sont calculés, je peux les expliquer. Il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites dans cette vidéo et qui ne sont pas en concordance avec ce que Colline elle-même met sur son site internet. Donc je ne comprends pas trop pourquoi cette vidéo était clairement à charge contre nous. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que on va en parler avec notre avocat pour savoir si elle a le droit de publier une vidéo qui dit des choses fausses, notamment par rapport aux EPAD et achats qu'il n'y a pas dans notre aliment. C'est totalement faux. On va en parler à notre avocat et on va voir si elle a le droit effectivement de laisser une vidéo comme ça sur YouTube, qui est actuellement la vidéo qui a le plus de vues par rapport à notre alimentation. J'espère que cette vidéo vous aura plu et rétablira un peu la vérité par rapport à ce qu'on a voulu faire avec nos croquettes. C'est important pour moi d'exprimer ce droit de réponse parce que je n'ai pas pu faire en commentaire sur la vidéo de Colline. C'est une première vidéo que je publie, j'espère en publier d'autres. Donc voilà, je vais conclure cette vidéo qui est déjà très longue. Donc je vous remercie si vous l'avez regardée jusqu'ici. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter voilà, sur notre site. Vous avez toujours le numéro de téléphone. Vous tombez directement sur moi. Donc vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par rapport à notre aliment en chat. À bientôt.